Sur Mars, on ne trouve rien d'ordinaire. C'est pourquoi un simple rocher repéré par le rover Perseverance dans le cratère G0 a captivé l'attention de tous les chercheurs. Sa surface est couverte de petites sphères. Une texture à la fois étrange et curieusement, douloureusement familière. N'aurions-nous pas déjà vu quelque chose de semblable sur Terre? Oui, absolument. Cela suggère-t-il un lien énigmatique entre la Terre et la planète rouge? Le rover Perseverance, infatigable explorateur de la NASA, a poursuivi son étude de Mars lorsqu'il a aperçu le 5 août 2025 un objet inhabituel, une roche semblant tout droit sortie d'une armurerie médiévale. Elle évoque à la fois le casque d'un chevalier oublié après la bataille et le chapeau pointu d'une sorcière échouée sur la planète rouge. Les chercheurs l'ont baptisé Orneflia. Son sommet arrondi se prolonge par une pointe effilée, et son rebord s'évase avec élégance. Sa surface est irrégulière et constellée de minuscules protubérances. Mais le plus fascinant, c'est que cette roche n'est pas simplement cabossée. Elle se compose presque entièrement de petites sphères. Imaginez du papier bulle froissé, puis recouvert d'une couche de peinture rouge Mars. Et vous y voilà. Les géologues ne se laissent guère impressionner par la forme de cette roche, mais sa composition éveille aussitôt leur curiosité. De minuscules sphères comme celle-ci peuvent se former par divers mécanismes. Altération chimique, activité volcanique, ou encore refroidissement d'une roche vaporisée lors d'un impact de météorite. Sur Terre, des roches présentant des textures semblables proviennent souvent de processus où l'eau joue un rôle déterminant, ce qui explique l'excitation des chercheurs. Si des eaux souterraines ont façonné Orneflia, cela signifierait qu'autrefois, Mars abritait une quantité importante d'eau. Et qui dit eau dit, peut-être, vie. Un autre aspect intrigant de ce casque est qu'il s'agit d'une roche dite flottante. Ce terme désigne une pierre dont l'apparence diffère totalement de celle des formations voisines. Autrement dit, elle ne semble pas provenir du lieu même où le rover l'a découverte. L'hypothèse la plus plausible est qu'elle ait été projetée depuis un autre site, peut-être par une éruption volcanique, ou plus probablement par l'impact d'un astéroïde ayant dispersé des fragments à travers le paysage. Ce qui rend la découverte encore plus captivante, c'est que ce n'est pas la première roche-bulle observée par Perseverance. En mars 2025, il en avait repéré une autre, recouverte elle aussi de sphères, dont certaines présentèrent de petites perforations. En observant attentivement Orneflia, on en distingue également, laissant penser qu'il s'agit de ooïdes, de minuscules grains sphériques et stratifiés. Sur Terre, ces formations naissent lorsque le carbonate de calcium se dépose couche après couche dans des eaux peu profondes. Imaginez une mer chaude et peu profonde, proche de l'équateur. L'eau y est légèrement agitée, les vagues brassent sans cesse les sédiments. C'est dans de tels environnements que naissent les ooïdes. Ils se développent un peu comme des perles à l'intérieur des huîtres. Tout commence par un infime grain de sable ou une minuscule particule. L'eau saturée de carbonate de calcium dépose à chaque mouvement des vagues une fine pellicule autour du noyau. Peu à peu, les couches s'accumulent, formant une petite sphère parfaitement lisse. Parfois, le cœur est plus fragile que les enveloppes qui le recouvrent. Il peut alors se dissoudre, voire disparaître entièrement, laissant une cavité. Si les sphères martiennes se sont formées de manière semblable, ces minuscules trous pourraient s'expliquer ainsi. Cependant, une autre hypothèse subsiste. Sur Terre, les ooïdes peuvent aussi se former par un processus biologique. Certains prennent naissance à partir des restes d'organismes microscopiques. Les ooïdes martiens pourraient-ils partager cette origine? Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille déjà proclamer qu'on a découvert de la vie sur Mars. Néanmoins, la présence de ces cavités constitue un indice intrigant. Elle laisse penser que la planète rouge a pu jadis offrir des conditions favorables à l'émergence du vivant. Peut-être pas de coquillages ni d'huîtres, certes, mais quelque chose qui mérite indéniablement l'attention des chercheurs. Les formations étrangement semblables à celles de la Terre ne sont pas les seules curiosités repérées sur Mars. En mars 2025, le rover Perseverance de la NASA a découvert une structure rappelant un amas d'œufs d'araignée miniatures. Cet assemblage était en réalité composé de centaines de petites sphères accolées les unes aux autres. Il reposait sur une colline baptisée Witch Hazel, à la lisière du cratère G0. Après examen, il s'est révélé être une roche singulièrement façonnée, recouverte d'une fine poussière rouge martienne. Pas d'araignée martienne, heureusement, ou malheureusement, selon le point de vue,
mais une formation qui se détachait nettement du reste du paysage. L'équipe de Perseverance l'a baptisée St. Paul's Bay. Elle aussi est classée parmi les roches flottantes, à l'image de Horneflaya. Quelque chose a dû la déplacer de son emplacement d'origine. Selon une théorie, elle serait née de l'impact d'une météorite dont la puissance aurait propulsé des fragments dans les airs. Ces morceaux, en se refroidissant, auraient formé ces sphères minuscules. Si tel est le cas, cette roche pourrait provenir de très loin. Une autre découverte remonte à avril 2023. Le rover Curiosity, alors qu'il faisait une pause dans sa quête de traces d'eau anciennes, est tombé sur ce qui ressemblait à un livre de voyage. Les chercheurs ont vite compris qu'il ne s'agissait pas d'un véritable ouvrage, mais d'une simple roche. Pourtant, sa forme évoque celle d'un petit volume relié, dont une page serait figée en plein mouvement. Ce rocher-livre est minuscule. Il ne mesure que 2 à 3 cm de large. En février 2022, le rover Curiosity a observé une structure minuscule, comparable à une fleur façonnée par des minéraux. Elle ressemblait à de délicates branches de corail, mais n'était en réalité qu'un dépôt minéral, un phénomène rare sous une telle forme florale. La plupart de ces dépôts se créent lorsque d'anciennes eaux interagissent avec les roches martiennes, un processus bien connu des scientifiques. Pourtant, celui-ci se distinguait nettement, car il évoquait l'apparence fragile d'une véritable petite plante. En janvier 2023, l'Université de l'Arizona a révélé une autre image étonnante. Une formation rocheuse martienne semblant représenter le visage d'un gigantesque ours en peluche. On y distinguait 2 yeux ronds, un nez en bouton et un sourire esquissé. Cette photo a été prise par le Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, alors en orbite autour de la planète rouge. Selon les chercheurs de l'université, cette figure n'était qu'une coïncidence géologique. Sans doute une colline ou un monticule fracturé situé au cœur d'un ancien cratère. Mais revenons à Horneflya. Perseverance a immortalisé cette roche bosselée lors de sa 234e semaine passée sur Mars. Et la NASA l'a même élue photo de la semaine du rover. Bien sûr, l'objectif principal de la mission n'est pas de collectionner des cailloux à l'aspect particulier. Lancé le 30 juillet 2020, le rover poursuit un but bien plus ambitieux. Rechercher les traces d'une vie microbienne ancienne et déterminer si Mars a jadis été propice à l'existence. Cette mission s'inscrit dans le cadre du programme Artemis, centré sur la création d'une base durable sur la Lune, afin de préparer le premier atterrissage humain sur Mars. Parallèlement, le fameux PDG de SpaceX nourrit son propre projet, envoyer des missions non habitées vers la planète rouge, dès la fin de l'année 2026. En attendant, Perseverance n'a pas chômé. Sa première tâche fut l'exploration du cratère Jezero, choisi parce qu'il abritait autrefois un vaste plan d'eau. Après 3 années d'observation, le rover a achevé son étude complète du site en décembre 2024. La NASA en a souligné l'importance. Si Mars a connu de longues périodes humides, les lits lacustres et les anciennes rives de Jezero pourraient être les meilleurs lieux pour déceler des traces fossilisées de vie passée. Perseverance n'est d'ailleurs pas seul. 4 autres rovers ont foulé Mars avant lui. Le premier, Sojourner, s'y est posé en juillet 1997. Puis vint Opportunity, prévu pour 3 mois de mission, mais demeuré actif durant 15 années remarquables, jusqu'en 2018. Quant à ces roches bulleuses, les chercheurs ne s'intéressent pas seulement à leur composition. Ils cherchent à savoir où elles se sont formées et si elles reposent en strates, ce qui révélerait comment les matériaux s'y sont accumulés au fil du temps. L'analyse de leur structure singulière pourrait éclairer les processus internes de Mars et la façon dont son environnement a façonné sa surface au fil de milliards d'années, et, peut-être, nous rapprocher enfin de la preuve d'une vie passée sur la planète rouge. Vous savez ce qui serait vraiment cool? Avoir un minuscule hélicoptère sur Mars, capable de bourdonner dans les airs pour scruter les environs depuis les hauteurs, photographier le sol martien et rechercher, de manière autonome, d'éventuelles traces de vie extraterrestre dissimulées. Un jour, au sein de la NASA, une idée si audacieuse a réellement été formulée. Puis, ils ont concrétisé ce projet. Voici Genie, l'une des avancées scientifiques les plus remarquables depuis les débuts de l'exploration spatiale. En 2020, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ou JPL, a discrètement intégré à sa mission martienne un projet annexe de petite envergure. Nommé Ingenuity, cet engin volant visait à déterminer si le vol motorisé pouvait fonctionner sur une autre planète. Il ne s'agissait que d'un essai technique. La véritable mission, quant à elle,
consistait à explorer la surface martienne à l'aide du rover Perseverance. En 2021, un robot scientifique à 6 roues, comparable en taille à un petit SUV, a touché le sol martien au sein du cratère G0. Les scientifiques estiment qu'un lac occupait jadis cet endroit il y a environ 3,5 milliards d'années. Ce détail est fondamental, car là où l'on trouve de l'eau ancienne, une vie extraterrestre pourrait bien avoir existé. Perseverance fonctionne comme un laboratoire mobile. Il peut analyser les roches, forer le sol et conserver des échantillons dans de petits tubes en vue d'analyses ultérieures. Ces prélèvements s'inscrivent dans un plan à long terme. La NASA et l'ESA ambitionnent de les rapatrier en 2033 pour les étudier. Cela pourrait-il nous apprendre que la vie a déjà existé ailleurs que sur Terre? Peut-être que ces échantillons ne fourniront pas une preuve irréfutable, mais cela reste notre meilleure chance. Soudain, 2031 semble si lointain. Le rover est équipé d'une série d'instruments et d'outils d'analyse qui pourraient s'avérer précieux pour les futures explorations martiennes. Mais l'héroïne de cette histoire est Ginny. L'inspiration de ce petit hélicoptère est née des drones terrestres, et l'idée a émergé de lui faire servir d'éclaireur à Perseverance. Mais en concevoir un capable de fonctionner sur Mars relevait presque de l'impossible. Le premier obstacle concernait l'atmosphère martienne. Sa pression n'atteint qu'environ 1% de celle que nous connaissons sur Terre, ce qui laisse très peu de matière contre laquelle exercer une poussée. Sur notre planète, les pales des hélicoptères s'appuient sur un air dense pour générer de la portance. Sur Mars, l'air est si rare que cela s'apparenterait à brasser dans le brouillard. On effectue les mêmes gestes. Sans le moindre effet, il fallait aussi compter avec la gravité. Sur Mars, elle équivaut à environ 38% de celle de la Terre. Cela aide quelque peu, mais pas suffisamment pour compenser l'absence d'air. Pour parvenir à voler, l'engin devait être d'une extrême légèreté, avec de grandes pales tournant à vive allure, afin de saisir cet air raréfié. Et il y avait aussi le froid. La nuit, les températures tombent à moins 90 degrés, soit l'équivalent des records de froid relevés en Antarctique. De telles conditions sont assez extrêmes pour endommager l'électronique, et les batteries supportent mal le froid. Ginny se rechargeait donc en journée avec un petit panneau solaire, puis utilisait cette énergie pour survivre au gel nocturne. Chaque jour, les chercheurs redoutèrent qu'elle ne se pose dans l'ombre d'une colline, car cela l'empêcherait de se recharger. Et comme elle n'était pas pilotable à distance, chaque déplacement comportait un vrai risque. Mars est si lointaine que les signaux peuvent mettre jusqu'à 20 minutes pour y parvenir. Imaginez un jeu vidéo où votre personnage réagit autant de temps après vos commandes. Ginny devait donc être entièrement autonome. Malgré toutes ces contraintes techniques, Ginny a fait bien plus que voler. Ce qui devait être un simple test de 30 jours avec 5 vols à l'essai, s'est transformé en une mission complète d'assistance qui a duré 3 années entières. Alors, comment les ingénieurs ont-ils réussi cet exploit? Ils ont commencé par alléger Ginny au maximum. Elle ne pesait qu'1,8 kg, soit moins qu'un chat. Elle transportait pourtant 2 caméras, une batterie, un ordinateur de vol, une antenne radio et un petit radiateur. Chaque composant a été réduit ou miniaturisé. Les pales étaient l'élément essentiel. Sur Terre, celles d'un petit hélicoptère tournent entre 400 et 500 tours par minute. Mais cela n'aurait jamais suffi sur Mars. Les 2 rotors de Ginny devaient tourner 5 fois plus vite et atteindre environ 2500 tours par minute pour pouvoir générer une portance suffisante. Chaque pale mesurait environ 60 cm de long et était fabriquée en fibre de carbone, un matériau aussi léger qu'une plume, mais d'une solidité remarquable. Contrairement aux drones classiques dont les pales sont disposées côte à côte, celle de Ginny était superposée, tournant en sens inverse, ce qui annulait l'effet de torsion produit par une seule pale en rotation. Vous avez sûrement remarqué que les hélicoptères sont équipés d'un petit rotor à l'arrière. Il est indispensable car lorsque le rotor principal génère la portance, il provoque aussi une force de torsion, le couple, qui pousse tout l'appareil à tourner dans l'autre sens. Sans un dispositif pour compenser cette rotation, l'hélicoptère se mettrait à tournoyer sur lui-même dans les airs. Ginny ne pouvait pas être dotée d'un rotor de queue. Cela aurait ajouté du poids, augmenté la consommation d'énergie et rendu l'ensemble encore plus complexe. Les ingénieurs ont donc contourné le problème en concevant 2 grandes pales empilées l'une sur l'autre, tournant en direction opposée, ce qui empêchait le drone de perdre le contrôle en vol. En matière de contrôle, Ginny ne possédait pas une intelligence artificielle complète, mais elle n'était pas non plus télécommandée.
Depuis la Terre, la NASA transmettait des plans de vol, mais une fois en l'air, le drone volait seul en s'appuyant sur ses capteurs et son programme embarqué. En somme, c'était un pilote automatique particulièrement sophistiqué. Pour maintenir sa trajectoire, il observait le sol avec une caméra orientée vers le bas, comme s'il suivait sa propre ombre. Enfin, le moment tant attendu eut lieu en avril 2021. Ginny s'éleva du sol martien et resta en vol stationnaire pendant 39 secondes. Elle monta à environ 3 mètres d'altitude, demeura immobile un instant, effectua une légère rotation, puis se posa doucement sur la poussière rouge. Le vol fut aussi bref que simple, un petit pas pour le drone, mais un bond considérable pour l'humanité. Durant les 3 années suivantes, l'équipe en charge a repoussé les limites toujours plus loin, en voyant Ginny voler à des distances croissantes. Vue du ciel, Ginny percevait bien davantage que le rover. Elle contribuait à cartographier les environs, à repérer des dangers comme le sable instable ou les rochers escarpés, et à identifier des raccourcis pour Persévérance. Elle a même, en un sens, sauvé le rover grâce à ses clichés qui ont permis d'éviter une dune piégeuse. Ginny a également photographié des roches stratifiées intrigantes, précisément le type de formation que l'on examine lorsqu'on cherche des traces de vie ancienne. Dès qu'un élément insolite ou prometteur apparaissait depuis le ciel, Persévérance se déplaçait pour l'inspecter, et cela a dépassé toutes les attentes. Mais en janvier 2024, Ginny a disparu. Le drone devait simplement effectuer un petit saut, monter, flotter un instant, puis redescendre. Une manœuvre banale. Pourtant, juste après le décollage, la NASA a perdu tout contact. Pendant un moment, plus rien. Le silence. Quelques jours plus tard, un signal faible parvint enfin à la NASA qui put extraire les données de vol. Ginny avait survolé une zone sans relief. Or, son système de navigation repose sur une caméra dirigée vers le sol, fonctionnant comme une souris optique. Sans texture, aucun repère. En plein vol, le drone fut désorienté, s'inclina, et lors de l'atterrissage, l'une de ses pales heurta le sol. La NASA a confirmé le diagnostic. L'une des pales est endommagée, et Ginny ne revolera plus. Pourtant, ce n'est pas une fin tragique. En dépit de ses ailes brisées, le drone conserve son utilité. Après le vol 72, il a reçu un nouveau logiciel et une mission inédite. Rester actif et collecter chaque jour des données, possiblement pour les prochaines années. Ses capteurs et sa caméra enregistrent désormais température, pression atmosphérique et niveau de poussière. En somme, Ginny est devenue une observatrice au sol. Et maintenant, il faut patienter jusqu'en 2030, tout en développant de nouveaux drones. Le plus ambitieux d'entre eux s'appelle Dragonfly, un engin de la taille d'une voiture, dont le lancement est prévu en 2028, à destination de Titan, l'une des lunes de Saturne. Titan offre une atmosphère dense et une faible gravité. Un cadre idéal pour un drone. Dragonfly explorera cette étendue glacée en se déplaçant par bonds successifs à la recherche de vie. Un peu comme le grand cousin de Ginny, à propulsion nucléaire, et avec une lune entière à explorer. Le succès d'Ingenuity pousse déjà la NASA à concevoir une nouvelle génération d'hélicoptères martiens plus performants. Certains pourraient être équipés de pinces pour récupérer des échantillons rocheux ou coopérer avec des rovers dans des missions de collecte avancées. Grâce à Ginny, ce qui n'était qu'un test technologique pourrait se transformer en une armada de drones sillonnant la planète rouge. Eh bien vous voilà, vous êtes la première personne à poser le pied sur Mars. Et votre première mission est d'explorer un endroit appelé le cratère Jezero. Vous traversez la poussière épaisse de couleur rouille quand, soudain, vous trébuchez sur quelque chose et manquez de tomber. Vous vous penchez pour examiner le coupable. Et reculez d'horreur, un crâne vous fixe. À qui appartenait-il? À un ancien dinosaure martien? À un représentant d'une civilisation perdue? Il ne s'agit pas d'une histoire inventée. Le robot de la NASA qui porte le nom de Persévérance vous le confirmerait s'il pouvait parler et avait une conscience. Ce rover a en effet trouvé quelque chose d'étrange, mais pas un vrai crâne, juste quelque chose qui en a l'apparence. Il s'agit en fait de roches qui n'ont pas l'air d'être à leur place sur la planète rouge. En ce moment, Persévérance explore le bord d'une grande zone vide en forme de bol qui porte le nom de cratère Jezero. Les scientifiques pensent qu'il y a très longtemps, ce cratère abritait un immense lac. Peut-être même était-il rempli de minuscules formes de vie.
Depuis décembre 2024, notre rover descend une colline abrupte appelée Witch Hazel Hill. Et c'est une mission importante, car cette colline pourrait détenir des secrets sur le climat et l'environnement de Mars il y a des milliards d'années. Quoi qu'il en soit, le 11 avril 2025, Perseverance s'est arrêtée pour examiner un endroit spécial où deux types de roches se rejoignent. L'une était de couleur claire et l'autre était sombre. Et juste à cet endroit, les scientifiques ont vu une roche à l'apparence étrange qu'ils ont ensuite nommée Skull Hill. Elle se distinguait de manière éclatante car elle était sombre et avait une forme affilée. Mais le plus inquiétant, elle était pleine de petits trous, un véritable cauchemar pour ceux qui souffrent de trypophobie. La NASA a alors partagé cette découverte dans un article de blog. Ses équipes ont expliqué que Skull Hill ne ressemblait pas aux autres roches à proximité. La zone où Perseverance est tombée sur ces roches étranges s'appelle Port Anson. Les scientifiques pensent qu'un grand nombre de roches présentes à cet endroit se sont formées autre part, et qu'elles ont été déplacées il y a très longtemps. Mais comment? Ou qu'est-ce qui les a déplacées? Ne vous faites pas d'illusions. Cela ne signifie pas que nous avons trouvé des extraterrestres sur Mars. On qualifie ces roches de flotteurs. Elles ont probablement parcouru de longues distances il y a des milliards d'années, à l'époque où la planète était beaucoup plus chaude et plus humide, avec des rivières, des lacs et peut-être même des océans. Au fil des siècles et des millénaires, l'eau s'est asséchée et le sol meuble s'est lentement érodé et certaines des roches les plus résistantes sont restées à la surface. Les scientifiques essaient de comprendre l'origine de ces trous étranges sur Skull Hill. Selon une hypothèse, de petites parties de la roche se seraient détachées et érodées au fil du temps, laissant ces petits creux que nous voyons. Une autre idée, c'est que les vents martiens, qui transportent de la poussière et de minuscules pierres, ont peut-être lentement gratté leur surface, un peu comme du papier de verre, et ont créé ces trous. Skull Hill est de couleur sombre, et au début, les scientifiques pensaient qu'il pouvait s'agir d'une météorite venue de l'espace. Mais en examinant de plus près les éléments chimiques présents dans la roche à l'aide de la supercam de Perseverance, ils ont réalisé qu'il ne pouvait pas s'agir d'une météorite typique. Nope. Les scientifiques pensent donc aujourd'hui que Skull Hill est une roche volcanique. Tant sur Terre que sur Mars, les roches volcaniques sombres tirent leur couleur de minéraux tels que l'olivine, le pyroxène et la biotite. Si Skull Hill est volcanique, c'est qu'elle pourrait provenir d'anciennes coulées de lave qui se sont décomposées avec le temps. Ou peut-être a-t-elle été éjectée du sol lors d'un énorme impact, quelque chose comme l'impact d'un astéroïde, qui aurait creusé profondément dans le sol et soulevé toute cette roche volcanique. Ce qui aide les scientifiques dans leurs recherches, c'est que Perseverance dispose désormais d'outils avancés, lui permettant de déterminer la composition des roches martiennes. C'est ainsi que nous pouvons savoir d'où proviennent les roches et comment elles se sont formées. Dernièrement, le rover a été très actif. En seulement quelques mois, il a prélevé des échantillons sur 5 roches, étudié 7 autres roches, et utilisé son laser pour en analyser à distance 83 de plus. C'est le rythme de recherche le plus rapide depuis que le rover a atterri sur Mars il y a 4 ans, du moins, c'est ce qu'affirme le Jet Propulsion Lab de la NASA. D'habitude, il faut des mois pour trouver une seule roche intéressante dans un cratère. Mais sur le bord de G0, autrement dit son pourtour, on découvre des roches fascinantes presque tout le temps. Les scientifiques sont particulièrement enthousiastes à l'idée de ramener ces échantillons de roches sur Terre pour voir s'ils leur révèlent des signes de vie passés sur la planète rouge. Mais il y a un problème. La mission pour ramener les échantillons, appelée Mars Sample Return, est vraiment compliquée, coûteuse et sujette à des retards. Donc, pour l'instant, ces échantillons restent sur Mars en attendant de pouvoir voyager, appelé un Uber. Un autre rover travaille actuellement d'arrache-pied pour nous aider à obtenir plus d'informations sur notre voisine. C'est Curiosity, et il pourrait avoir trouvé un indice sur ce qui est arrivé à l'atmosphère de Mars, épaisse et riche en dioxyde de carbone, il y a des milliards d'années. Si la planète rouge a eu autrefois des températures chaudes et de l'eau liquide, où sont les signes de tout le carbone qui devrait normalement être visible? Une planète comme celle-ci devrait avoir des carbonates, des minéraux créés lorsque le dioxyde de carbone réagit avec l'eau et la roche, enfouis dans son sol. Mais sur Mars, on n'a pu découvrir que très peu de carbonates, ce qui pose un grand mystère. Mais les scientifiques ont peut-être enfin une réponse. Une nouvelle étude suggère qu'il pourrait y avoir du carbonate de fer, ou sidérite, caché à l'intérieur des couches rocheuses, riches en sulfate de Mars. Ces couches étaient difficiles à repérer dans les images satellites prises depuis l'orbite de la planète.
Cela pourrait être la raison pour laquelle les carbonates sont passés inaperçus pendant si longtemps. À un moment donné dans le passé, le cycle du carbone de Mars a été déséquilibré. Les roches ont commencé à absorber plus de dioxyde de carbone qu'elles n'en libéraient. Avec le temps, cela a peut-être causé une perte excessive de CO2 dans l'atmosphère, ce qui a refroidi la planète et l'a rendue sèche et sans vie. Mars était peut-être encore habitable lorsque cela s'est produit. Mais une fois que le dioxyde de carbone a commencé à se transformer en sidérite, Mars a commencé à devenir trop froide pour abriter la vie. Le rover Curiosity a découvert ces roches riches en carbone dans le cratère Gale, une zone martienne qui était autrefois remplie d'eau. Elles contiennent également beaucoup de sel, qui se forment généralement lorsque l'eau s'évapore. Cela soutient la thèse selon laquelle Mars aurait subi de vastes changements, passant probablement d'un climat clément aux températures froides et à la sécheresse que nous constatons aujourd'hui. Si les scientifiques trouvent davantage de sidérite dans d'autres parties de Mars, nous pourrons comprendre où tout ce dioxyde de carbone ancien a disparu. Mieux encore, nous confirmerons l'idée selon laquelle Mars était autrefois chaude, humide et peut-être même habitable. Mais ce n'est pas la seule découverte que Curiosity a faite. Le rover est équipé d'un ensemble d'instruments réunis sous le nom de SAM. La mission de SAM est d'étudier les roches, la poussière et l'air de Mars pour en apprendre davantage sur la planète. Et l'une de ses plus grandes découvertes a été faite lors de l'étude des roches du cratère Gale. SAM a trouvé des molécules organiques. Les molécules organiques sont spéciales car elles sont composées de carbone, et sur Terre, le carbone est extrêmement important pour la vie. Les plantes, les animaux et les humains sont tous constitués de molécules à base de carbone. Ainsi, la découverte de ces molécules incite les scientifiques à se demander si cela ne constitue pas une preuve supplémentaire que Mars a autrefois abrité la vie, il y a très longtemps. En regardant de plus près encore, Sam a découvert certaines configurations dans la composition de gaz, telles que le dioxyde de carbone et le méthane. Ces configurations correspondent à ce que l'on s'attendrait à voir si de minuscules formes de vie anciennes avaient produit des molécules organiques. Mais il existe une autre explication. Ces molécules pourraient avoir été formées par la réaction de la lumière solaire au contact des gaz dans l'air martien. Dans ce cas, aucune vie ne serait impliquée. Sur Mars, la forte lumière ultraviolette du Soleil peut décomposer et mélanger les molécules, en créant ainsi de nouvelles qui finissent par se déposer sur le sol. Bien que les scientifiques n'aient pas encore de réponse claire, la découverte de molécules organiques est vraiment quelque chose de très important. Au minimum, cela nous indique que Mars possédait les bons ingrédients pour la vie, même si nous ne savons pas encore si la vie y a réellement existé. Les scientifiques continuent aujourd'hui à utiliser SAM et les autres outils de Curiosity pour chercher d'autres indices. Si vous avez peur des araignées, ne visitez jamais Mars. En mars 2025, le rover Perseverance de la NASA a découvert quelque chose qui ressemblait à un tas de minuscules œufs d'araignées sur la surface de la planète rouge. Ce quelque chose se compose de centaines de petites boules rondes collées ensemble. Allait-elle éclore ? Des hordes de créatures à 8 pattes allaient-elles envahir la planète rouge ? Peu probable. La chose trouvée par Perseverance était simplement posée sur une colline qui porte le nom de Witch Hazel, près du bord du cratère G0. À y regarder de plus près, il s'est avéré que c'était une roche de forme étrange, avec un peu de poussière rouge dessus. Hélas, ou heureusement, il ne s'agissait pas d'œufs d'araignées martiennes. Pourtant, cette formation se détachait vraiment dans le paysage. L'équipe de Perseverance a nommé cette étrangeté St. Paul's Bay. Les scientifiques l'ont qualifiée de roche flottante. Ce terme signifie qu'elle ne s'est pas formée à l'endroit où on l'a trouvée, mais que, d'une manière ou d'une autre, elle a été déplacée. Donc pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment d'indices pour déterminer son origine et comment elle a acquis cette mystérieuse texture. Mais ce n'est pas là le seul mystère. Qu'est-ce qui a pu déplacer cette roche de son emplacement d'origine ? Une théorie prétend qu'elle aurait été créée par un impact de météorite. La puissante collision aurait projeté des roches dans les airs, et ces morceaux, une fois refroidis, auraient pris la forme de ces minuscules boules que nous voyons maintenant. Si cela s'avère exact, cette roche pourrait venir de très loin, et elle pourrait nous fournir de nouvelles informations sur la façon dont les grands impacts déplacent la matière sur la planète rouge. Mais la NASA pense que la roche serait simplement descendue de la colline Witch Hazel. Elle proviendrait de l'une des couches plus sombres en haut de la colline. Nous avons pu observer ces couches depuis l'espace. Maintenant, l'objectif est d'étudier de plus près la colline en question et de découvrir si ces couches sont faites du même matériau que la roche St. Paul's Bay.
Si c'est bien le cas, cela pourrait signifier plusieurs choses. Il y a peut-être eu une activité volcanique dans cette région, ou alors, un gros météore a frappé. Il se pourrait également qu'il y ait eu de l'eau à cet endroit dans un passé lointain. Si cette théorie tient la route, il y a une chance que certaines de ces roches contiennent de minuscules fossiles de microbes. C'est pourquoi la NASA prévoit d'en rapporter un échantillon sur Terre dans les années 2030, grâce à la mission Mars Sample Return. Nous pourrons ainsi les étudier de près et peut-être, qui sait, enfin trouver des signes d'une ancienne vie martienne. Le plus amusant dans tout ça, c'est que ce n'est pas la première fois que les scientifiques tombent sur des arachnides sur Mars. Un terrain a même été surnommé « araignée sur Mars » en raison de sa forme aranéiforme. À certains endroits, on peut voir de grandes fissures sombres qui s'écartent les unes des autres comme des pattes d'araignée. Certaines sont énormes, plus de 915 mètres de large. Vues d'en haut, ces fissures ressemblent à s'y tromper à une effrayante colonie d'araignées. Ces formes inquiétantes ont été repérées pour la première fois en 2003 par les orbiteurs de Mars et elles continuent d'apparaître sur les photos satellites depuis lors. Au début, personne n'avait la moindre idée de ce dont il pouvait s'agir. Mais maintenant, les scientifiques sont presque sûrs qu'elles se forment lorsque de la glace de dioxyde de carbone, oui, de la glace sèche, se transforme brusquement en gaz. Ce changement rapide provoque la projection de gaz à travers la glace et sculpte ces motifs étranges et craquelés. Une nouvelle fascinante, c'est que les scientifiques de la NASA ont réussi à recréer ces araignées martiennes dans un laboratoire, ici sur Terre. Ils ont construit une installation spéciale qui imite la surface de Mars et ont pu observer de petites araignées se former sous leurs yeux. L'équipe a travaillé 5 ans avant de pouvoir arriver à ce résultat. Et quand ils y sont enfin parvenus, ils étaient ravis. En 2021, des scientifiques ont réussi à expliquer comment ces marques aranéiformes apparaissent sur Mars. Ils ont utilisé ce que l'on appelle le modèle de Kiefer. L'idée de base, c'est qu'au printemps, la lumière du soleil brille à travers de gros morceaux transparents de dioxyde de carbone gelé, également appelé glace sèche. Cela réchauffe le sol martien en dessous, et la glace commence à se transformer directement en gaz. Le gaz s'accumule sous la glace, et lorsque la pression devient trop intense, crac! La glace se fissure, le gaz jaillit, entraînant avec lui du sable sombre et de la poussière, et laissant derrière lui ces motifs inquiétants une fois que la glace fond en été. L'équipe a testé cette théorie en utilisant une grande chambre spéciale, baptisée Dusty. Oui, c'est bien son nom. Elle fait à peu près la taille d'un baril et on peut y recréer les conditions de froid glacial et de très basse pression que l'on trouve sur Mars, environ moins 185 degrés Celsius. Les chercheurs y ont également mis de la fausse terre martienne, qu'ils ont recouverte de glace de CO2. Ensuite, ils ont placé une lampe sous le sol pour chauffer le tout, un peu comme le soleil chauffe Mars. Et leur expérience a fonctionné, de petites fissures aranéiformes sont apparues, tout comme sur la planète rouge. L'étude a également révélé quelque chose de nouveau. L'équipe a découvert que la glace se formait aussi à l'intérieur du sol, et que cela provoquait des fissures dans le sol en même temps que dans la glace. Cela pourrait expliquer pourquoi les pattes des araignées ont cette forme en zigzag au lieu d'être droites, comme on pourrait s'y attendre. Maintenant, ils souhaitent continuer leurs expériences afin d'en savoir plus sur ces araignées martiennes. Pourquoi elles n'apparaissent que dans certaines régions, par exemple, et pourquoi on n'en voit pas apparaître de plus en plus au fil du temps. La planète rouge a l'air d'aimer nous jouer des tours. Par exemple, en avril 2023, le rover Curiosity de la NASA faisait une petite pause dans sa recherche de signes d'eau ancienne sur Mars et elle est tombée sur quelque chose de curieux, un guide de voyage. Plus tard, les scientifiques ont réalisé qu'il ne s'agissait évidemment pas d'un livre, mais simplement d'une pierre. Cependant, on dirait bien un petit bouquin relié, avec une page figée en plein mouvement. Ce livre-pierre est minuscule. Il ne mesure que 2,5 cm de large. Il ne contient donc probablement pas beaucoup d'informations sur Mars, mais il tient sans nul doute facilement dans une poche. Puis, en janvier 2023, l'Université de l'Arizona a partagé une autre image étrange. Une formation rocheuse qui ressemblait à la tête d'un gigantesque ours en peluche. On pouvait voir 2 yeux, un nez en bouton et une bouche souriante. C'est l'orbiteur de reconnaissance de Mars de la NASA qui l'a repéré alors qu'il survolait la planète rouge. Des scientifiques de l'université en question nous ont expliqué:
que le visage de cet ours en peluche était probablement juste une formation naturelle, comme une colline ou un monticule disloqué au centre d'un ancien cratère. Une autre découverte intéressante a eu lieu en février 2022. Le rover Curiosity a repéré quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme une petite fleur. On pouvait voir comme des petites branches de corail, mais il s'agissait en fait d'un dépôt minéral ayant pris une forme que l'on observe rarement. La plupart de ces types de dépôts se forment lorsque de l'eau ancienne se mélange avec des roches de surface. Rien de très nouveau donc pour les scientifiques. Mais ce minuscule dépôt était unique en raison de sa forme végétale. La découverte suivante est encore plus surprenante. Un jour, le rover Curiosity a pris une photo de ce qui ressemblait à une porte parfaite dans une falaise martienne. Naturellement, les gens ont commencé à se demander s'il s'agissait d'une sorte d'entrée secrète ou peut-être d'une base cachée pour les astronautes. Mais en réalité, c'était simplement une formation rocheuse vraiment impressionnante. Le vent et l'érosion avaient sculpté la roche au fil du temps, créant cette porte parfaitement symétrique. En 2018, un chercheur a remarqué des formes étranges, semblables à des bâtons, sur une image. Et il s'est dit qu'elles ressemblaient à des empreintes fossilisées d'animaux. Malheureusement, la NASA a rapidement rejeté cette idée. Ces traces se sont avérées n'être que des dépôts de sel dans des zones où l'eau s'était évaporée. Vous pouvez trouver quelque chose de similaire sur Terre, par exemple dans le lit des lacs asséchés. Ainsi, bien qu'il soit intéressant de trouver une nouvelle preuve que Mars possédait jadis des rivières et des lacs, ces traces ne sont pas une preuve de vie, juste une formation rocheuse originale. La découverte suivante est absolument incroyable. En 2004, le rover Opportunity de la NASA a trouvé des roches rondes, semblables à des myrtilles. Mais pas le type de myrtille que vous mangez avec vos céréales. Celles-ci sont faites de fer, et elles sont la preuve qu'il y avait autrefois beaucoup d'eau sur Mars. Au cours de milliards d'années, l'eau les a lissées, créant de petites sphères. Les scientifiques pensent qu'elles se sont formées à une époque où Mars était bien plus humide qu'aujourd'hui. Ces myrtilles, riches en fer, sont d'une grande importance, car elles nous montrent que Mars fut jadis bien différente que ce qu'elle est devenue. Il existe sur Mars une structure intrigante, un carré. Un carré presque parfait, isolé au milieu de l'infini désert rouge. Et il paraît trop impeccable, trop rigoureusement dessiné, pour être d'origine naturelle. Le chaos règne dans la nature, qui confère rarement aux choses un aspect si délibéré. Serait-ce Bob l'éponge? Allons donc. Dès que l'image est apparue, Internet s'est enflammé, comme à son habitude. Elle s'est répandue à toute vitesse sur les réseaux sociaux, alimentant une avalanche de théories. Certains y ont vu la preuve irréfutable qu'une civilisation intelligente avait jadis foulé les dunes martiennes. Examinons cela d'un peu plus près. L'image est bien réelle, et la formation qu'elle montre est très ancienne. Elle a été capturée en 2001 par la caméra Mars Orbiter de la NASA, immortalisant un infime fragment du paysage martien. Et là se trouvait notre carré. S'agit-il là d'une trace laissée par une intelligence? Mars est aujourd'hui un monde désertique, baigné de rouille et de silence. Mais il fut peut-être, dans un lointain passé, une planète très différente, parcourue de fleuves tumultueux, bordée de vastes océans et survolée de lourds nuages. Dans un environnement aussi propice, la vie, si elle en a eu l'opportunité, aurait pu s'établir. Et il se pourrait bien qu'elle l'ait fait. Les scientifiques estiment qu'une forme de vie aurait pu exister sur Mars pendant une courte période, comprise entre 4,1 et 3 milliards d'années. Elle aurait émergé durant l'époque noachienne et perduré jusqu'à la fin de l'époque hespérienne. Pendant ce temps, sur Terre, les premiers océans n'en étaient qu'à leur genèse. La vie y balbutiait encore, sous forme de bactéries microscopiques nichées dans les cheminées hydrothermales des profondeurs marines. Tandis que Mars baignait déjà dans l'eau, notre planète ne connaissait ni flore, ni faune, uniquement une vie primitive luttant pour exister. Ainsi, Mars a pris une avance décisive dans la course à l'émergence de la vie. Son atmosphère, bien plus dense, aurait pu retenir suffisamment de chaleur pour maintenir l'eau à l'état liquide. Les vastes réseaux de vallées, ces cicatrices monumentales dans le paysage rouge, témoignent d'une histoire marquée par les pluies, les fleuves et les lacs.
et de gigantesques astéroïdes continuaient de percuter la planète, emportant peut-être avec eux des molécules organiques. Mais si cela est fondé, que s'est-il donc produit? Et où la vie est-elle passée? Une étude récente de la NASA révèle que la situation est plus complexe qu'on ne le pensait. Les astronomes imaginaient qu'un bouleversement avait frappé Mars, un événement cataclysmique, et son doux climat se serait évanoui. Son atmosphère se serait raréfiée. Privée d'un champ magnétique robuste tel que celui de la Terre, la planète aurait vu le rayonnement solaire éroder son enveloppe gazeuse, la laissant froide et aride. L'océan s'est tout simplement évaporé. Une partie de l'eau s'est échappée dans l'espace, tandis que le reste s'est figé dans le sous-sol, ou s'est retrouvé piégé au sein des calottes polaires. Ce qu'il en reste aujourd'hui n'est qu'un vestige spectral, des canaux asséchés et des dépôts salins. Pourtant, il semble que cette transformation n'ait pas été soudaine. Elle s'est opérée au fil de millions d'années, alors que la planète passait d'un monde chaud et humide à un désert froid et désolé. En réalité, Mars a conservé ses océans même après que les températures ont chuté sous le point de congélation. Certaines régions, notamment les basses terres du Nord, auraient pu demeurer humides pendant de nombreux siècles. Mais l'eau ne devrait-elle pas geler en dessous de 0 degré? En principe, oui. Toutefois, plusieurs facteurs auraient pu retarder ce phénomène. L'épaisse atmosphère de Mars, bien sûr, mais aussi la circulation d'eau tiède à travers des courants souterrains ou de surface. Et pendant cette période évoquée plus tôt, du Noachien jusqu'à la fin de l'Hespérien, la vie aurait très bien pu trouver un chemin. Sur Terre, les microbes prospèrent dans des conditions extrêmes, sous les glaces antarctiques, dans les sources hydrothermales abyssales, ou encore dans des lacs volcaniques chargés de toxines. La vie se moque bien de tels obstacles. Ainsi, ces époques martiennes auraient pu lui être propices. Mais ne vous y trompez pas, Mars n'a jamais été un Éden luxuriant. Même durant ses phases dites tempérées, elle ne ressemblait en rien à une planète verdoyante. Dans ses jeunes années, elle présentait des conditions plus extrêmes, plus proches de celles de la Terre primitive. Au cours de l'époque noachienne, elle était certes chaude, mais également humide. Puis le climat a basculé vers l'Hespérien. Les océans s'étendaient alors sur les basses plaines du Nord. Les températures ont chuté et la neige s'est accumulée, formant d'immenses glaciers dans l'hémisphère sud, métamorphosant la planète en un désert glacé. L'existence d'une vie microscopique à cette époque est plausible. Mais une civilisation intelligente, c'est nettement moins probable. Le carré devenu viral ne constitue en rien une preuve de vie intelligente, et voici pourquoi. Tout d'abord, beaucoup s'alarment à l'idée que la nature ne trace pas de ligne droite. Or, cette affirmation est fausse. En vérité, la nature en génère fréquemment. Prenez par exemple la chaussée des Géants, en Irlande du Nord, une étendue spectaculaire de colonnes hexagonales en basalte. Ce phénomène est entièrement naturel, résultat direct d'une activité volcanique ancienne. On peut également citer la Tour du Diable, dans le Wyoming. Vous vous souvenez sans doute du film Rencontre du troisième type, sorti dans les années 80? Cette structure rocheuse symétrique s'est formée par simple érosion. Vue depuis l'espace, elle semblerait pourtant artificielle. Alors, que penser de ce carré? Il pourrait tout simplement s'agir d'un schéma de fracture dans la roche, ou d'un terrain fissuré en ligne droite sous l'effet de la contrainte. Ce type de formation est courant sur Terre, lorsque la roche se dilate ou se contracte avec le temps. Sur Mars, où le sol subit en permanence l'impact de météorites, les vents violents et des écarts de température extrêmes, de telles contraintes sont inévitables. Il s'agit ici d'un cas typique de pareidolie, ce biais cognitif qui pousse notre cerveau à détecter des formes familières dans des motifs aléatoires. C'est un mécanisme que l'évolution a favorisé. Voilà pourquoi nous croyons parfois discerner des visages dans des troncs d'arbres, des animaux dans les nuages, ou des silhouettes dans des formations naturelles. Par ailleurs, la NASA photographie Mars depuis des décennies. Nous disposons d'images en haute résolution de cratères, de chaînes montagneuses, de vallées, de lits asséchés. Une civilisation ancienne n'aurait-elle pas laissé derrière elle, disons, quelque chose d'un peu plus probant qu'un simple rocher carré? Même en tenant compte de l'érosion, nous devrions repérer davantage d'indices. Routes, fondations, objets, ruines, au moins une trace tangible. Cela dit, il est vrai que l'on perçoit bien quelque chose. Ce carré n'est pas le premier phénomène martien à nous troubler. Au fil des années, on a cru identifier toutes sortes de choses, des tunnels au visage sculpté, et même Bigfoot, ou encore cette ouverture, parfaitement rectangulaire, semblable à une porte. C'est précisément ce que le public a cru apercevoir dans l'image des falaises orientales du mont Sharp.
transmise par Curiosity. On pourrait presque y voir un ancien passage menant vers les profondeurs, comme s'il suffisait d'y entrer pour découvrir une base souterraine. La NASA a décidé d'examiner cette étrange ouverture de plus près. Résultat, elle ne mesure que 30 cm de haut pour 40 cm de large, soit la taille d'une chatière. Ce que nous observons n'est donc pas une entrée, mais une fracture ouverte, une fente dans la roche formée naturellement avec le temps. Ce type de fissure est extrêmement répandu, aussi bien sur Terre que sur Mars. Il résulte de tensions dans le substrat rocheux, qui peut se dilater, se contracter ou s'éroder sous l'effet du vent et des siècles. Si vous traversiez un désert terrestre, vous croiseriez quantité de formes analogues. Les canyons, les falaises, voire les blocs de pierre présentent souvent des failles qui, sous le bon angle, évoquent des portes. La seule différence, c'est que la NASA ne les photographie pas. Quant à la supposée rectitude des lignes, elle n'était qu'une illusion d'optique due à l'angle de vue. En élargissant le champ, on découvre qu'il s'agit d'une simple entaille dans une structure rocheuse, bien plus vaste. Songeons aussi au fameux visage de Mars, photographié en 1976 par la sonde Viking 1 alors qu'elle cartographiait la planète. Dans la région de Cydonia, elle a capturé une formation rocheuse d'environ 2 km de long, ressemblant à un immense visage humanoïde. Cette image à elle seule a suscité livres, films, documentaires et podcasts. Mais, à l'époque, les caméras embarquées sur les orbiteurs Viking n'étaient guère perfectionnées. La résolution était faible, les détails flous. Les missions suivantes disposaient d'instruments bien plus performants. En 2001, Mars Global Surveyor a revisité la région. Et cette fois, plus aucun doute n'était possible. Le visage n'était qu'une colline. Une structure rocheuse irrégulière, marquée de crêtes et de creux modelés par les vents et l'érosion. En 2006, une autre mission a permis de capturer une image en couleur, d'une précision remarquable, et le moindre vestige de visage s'était dissipé. Une nouvelle démonstration du pouvoir trompeur de l'appareil Dolly. Mars recèle encore bien des énigmes à élucider, mais elle relève de son passé géologique, non de l'héritage d'une civilisation oubliée. Morale de l'histoire. Ne croyez pas tout ce que vous voyez circuler en ligne. Parfois, un rocher mystérieux n'est rien d'autre qu'un rocher. Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars. Des cuillères, des nouilles, des portes et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble. Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne, ou même d'un chausse-pied laissé par une civilisation extraterrestre. Mais Andrew Good, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche aux formes étranges est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée. Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt. Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émergent de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vie extraterrestre, a bien été forcé d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de fées. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres.
Il est probable que ces pics martiens ne soient d'autre que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire, et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de faits sur Terre. On les appelle également pyramides ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes-Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elles pourraient nous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement 4 jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse, là, d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Perseverance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. À l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du rover martien. Perseverance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du rover depuis un certain temps maintenant. L'objet qui ressemble à un fil n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne. Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdaient pas mal de choses à l'époque, comme ce morceau de feuille brillante repéré en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvé sur un rocher. Ce qui est remarquable, c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement, et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs, et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ses vents violents, qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran, des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars. Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre, et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Ogwallow Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet, mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux? Le rover Curiosity a causé le plus grand émoi lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre, ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou. Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique. Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent des asticots. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistant à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Cydonia Mensae est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars,
et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Sidonia était-elle autrefois une zone côtière? Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques, et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejeté comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, oui, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours, capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire, et qui ressemble à la tête d'un ours, avec deux petits cratères formant les yeux et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars? Parfois, notre cerveau peut nous leurrer et nous laisser voir des choses telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion, appelée pareidolie. La pareidolie est un phénomène psychologique qui nous laisse voir des motifs ou des formes familières, surtout des visages, là où il n'en existe aucun. Cela se produit parce que lorsque le cerveau est confronté à quelque chose qu'il ne reconnaît pas ou ne comprend pas immédiatement, il essaie de se rappeler des choses qui y ressemblent le plus. Il perçoit ainsi des motifs, des textures ou des sons étrangers comme quelque chose de significatif et de reconnaissable. C'est pourquoi une chaise avec des vêtements dessus peut ressembler à une figure d'épouvante pendant la nuit. Cela vous fait également voir des visages ou des formes dans les nuages, ou déceler des sons reconnaissables et même des mots dans un bruit incongru. C'est une preuve fascinante de la complexité de notre perception. Mais nous devrions également nous prémunir contre cela, et ne pas trop laisser courir notre imagination.